Donc voilà, je tiens à remercier en tout cas toute l'équipe organisatrice de ce congrès de m'avoir invitée. En tout cas, je suis très honorée de cette invitation. Et effectivement, ma présentation va porter sur un sujet d'actualité aujourd'hui, et c'est un petit peu le branle-bas-le-combat dans les entreprises du dispositif médical. Donc, c'est l'implémentation de ce nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux et plus particulièrement sur l'identification et la traçabilité de ces produits de santé. Donc, avant de rentrer vraiment dans le règlement, je voudrais un petit peu définir ces produits qui appartiennent à un domaine extrêmement hétérogène. Effectivement, j'ai donné ici sur l'écran quelques exemples. Et globalement, qu'est-ce qui peut relier l'ensemble de ces produits qui sont de niveaux de technologie différentes et bien sûr avec des visées très différentes. Vous avez des scanners, des cathéters, thermomètres, des lentilles intraoculaires. Eh bien, l'ensemble de ces produits et bien d'autres, je dirais qu'ils appartiennent à l'univers du dispositif médical. Donc, cet univers extrêmement hétérogène, puisqu'aujourd'hui, on compte 10 000 catégories de dispositifs médicaux mis sur le marché, ce qui représente à peu près 2 millions de produits, donc 2 millions de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'échelle européenne, au regard de 80 000 médicaments donc, mis sur ce même marché. Donc, c'est pour vous montrer effectivement l'importance de ces produits. Par ailleurs, ces produits peuvent être combinés aussi bien avec des médicaments, des produits cosmétiques ou encore des produits biologiques. Donc, ce qui explique encore, ou en tout cas qui complexifie le domaine des dispositifs médicaux. Ces produits de santé ont des finalités très différentes. En effet, vous avez des produits qui peuvent faciliter le traitement. Donc, je suis arrivée à la fin de la précédente conférence, très utilisée dans le domaine de l'oncologie, notamment pour traiter, remplacer, en tout cas traiter des pathologies, remplacer des organes, compenser ou atténuer des maladies, contrôler, diagnostiquer d'autres pathologies. Donc, vous voyez que finalement, l'hétérogénéité de ces produits est en directe relation, je dirais, liée directement aux différentes finalités de ces produits. Par ailleurs, ils ont un certain nombre de spécificités par rapport à d'autres produits de santé. Première spécificité est leur mécanisme d'action. Puisqu'un dispositif médical, pour agir, eh bien, il va avoir soit une action mécanique, soit agir comme une barrière physique, remplacer des organes ou être utilisé comme des supports. Cela veut dire que finalement, un dispositif médical ne peut pas avoir une action pharmacologique, métabolique ou immunologique donc ce sont des actions qui sont dédiées aux médicaments. Une autre spécificité de ces dispositifs médicaux, c'est leur mode d'utilisation. Vous allez avoir des dispositifs médicaux qui sont directement utilisés chez le patient. Alors, vous avez un certain nombre de dispositifs médicaux, notamment les pansements, et d'autres dispositifs médicaux qui sont indirectement utilisés chez le patient et nécessitent l'intervention de praticiens. Et je prends l'exemple d'Instinct. Il est évident que l'efficacité, la performance d'Instinct va dépendre de la compétence du praticien qui va donc implanter ce dispositif médical chez le patient. Donc, ça revient à la dernière spécificité qui est la performance de ces produits de santé. Et effectivement, pour ces dispositifs médicaux, on parle d'une performance utilisateur dépendant. Cela veut dire que pour utiliser, en tout cas pour démontrer la performance d'un dispositif médical, eh bien, il va falloir former l'utilisateur, c'est-à-dire le praticien, à l'usage de ce dispositif médical ou le patient pour l'usage de ce dispositif médical, d'où ce caractère donc utilisateur dépendant.
Autre élément qui caractérise le dispositif médical en tant que produit de santé, eh bien, c'est son rôle structurant. En réalité, où va-t-on trouver un dispositif médical? Eh bien, à tous les endroits où l'on s'occupe de la santé humaine, c'est-à-dire dans les hôpitaux, chez les professionnels de santé de ville, dans les maisons de santé et les EHPAD, donc les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes, et également à domicile. Eh bien, l'ensemble de ces produits, dans ces différents domaines, eh bien, on voit bien que ces dispositifs médicaux contribuent fortement au progrès de la prise en charge des patients. Donc, ils constituent un enjeu de santé publique extrêmement important, aussi bien pour le patient, les professionnels de santé et bien évidemment les établissements de santé. Maintenant, pour le cadre réglementaire, eh bien, j'ai fait un petit peu une rétrospective, en tout cas un historique de ce cadre réglementaire qui régit aujourd'hui ces produits de santé. Eh bien, les dispositifs médicaux sont connus depuis le 19e siècle. Et entre, je dirais, le 19e siècle et les années 90, il existait ce que moi je nomme un vide réglementaire. Un vide réglementaire, c'est-à-dire aucun texte qui permet de régir, qui permettait en tout cas de régir l'usage de ces dispositifs médicaux. Donc l'usage des dispositifs médicaux, mais également, bien évidemment, leur mise sur le marché. Dans les années 80, dans certains pays d'Europe, il existait ce que l'on appelait l'homologation des dispositifs médicaux. Cette homologation était destinée uniquement à une catégorie de dispositifs médicaux que l'on appelait à l'époque des dispositifs médicaux à haut risque ou à risque. Cependant, le risque n'était évalué que par un comité restreint. Donc, il n'y avait pas de normes permettant d'évaluer ce risque comme on a aujourd'hui, bien sûr, la norme relative à l'analyse de risque. Entre les années 90 et 2007, eh bien, il y a eu ce que l'on appelle l'harmonisation européenne, c'est-à-dire une réglementation communautaire unique qui permettait de régir le dispositif médical tout au long de son cycle de vie. Et de cette réglementation découle l'appellation dispositif médical, parce qu'à l'époque, on parlait de matériel médical, ça ne représentait pas grand-chose, en tout cas à l'esprit des utilisateurs. Aujourd'hui, on parle de dispositifs médicaux. Eh bien, entre les années 90 et 2007, il y a eu la publication, rédaction et publication de 3 directives. Donc, la première est parue dans les années 90 concernant les dispositifs médicaux implantables actifs. La deuxième concernant l'ensemble des dispositifs médicaux et leurs accessoires, les logiciels y compris. C'est la 9342 CE. Et la dernière, elle concerne les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La 9342 a été amendée en 2007 en raison de certains problèmes, en tout cas de certains cas de matériaux-vigilance importants. Et donc, la Commission européenne a publié une directive donc, qui porte le numéro donc, 2007-47, donc publiée en 2007, et applicable depuis mars 2010. Et l'usage de ces dispositifs médicaux, en tout cas accompagnés par ces textes réglementaires, eh bien, ces textes réglementaires ont montré un certain nombre de limites. Les limites, on les voyait par les différents scandales que l'on connaît. On a tous connu donc, le scandale PIP, PIP étant donc, une entreprise fabriquant les dispositifs médicaux, ce sont donc des prothèses mammaires, et on en paye les conséquences aujourd'hui, en tout cas certaines patientes payent les conséquences de ces dispositifs médicaux encore aujourd'hui, mais pas que, hein, donc d'autres scandales relatifs aux dispositifs médicaux. Donc la Commission européenne a dû faire évoluer ces textes réglementaires et donc en effet c'est le Parlement européen et le Conseil européen qui ont
en tout cas, qui sont allés vers ces changements dont l'objectif était bien évidemment de moderniser la législation existante, de renforcer les contrôles des produits, donc des dispositifs médicaux avant la mise sur le marché, d'intensifier leur surveillance après commercialisation et de créer donc un système d'identification unique des dispositifs médicaux. Et bien là, on va parler effectivement de ce changement majeur qui a bouleversé en tout cas l'ensemble des opérateurs économiques relatifs aux dispositifs médicaux. Donc, la Commission européenne a publié la version finale de 2 projets de règlement qui ont été adoptés en mars 2017, publiés en mai 2017, et l'application obligatoire, qui était obligatoire en mai 2020, compte tenu de la crise sanitaire Covid-19, eh bien, l'application a été repoussée à mai 2021. Donc, ce sont 2 règlements. Un règlement 2017-745 qui relatif aux dispositifs médicaux, le MDR 2017-747. MDR ne veut pas dire mort de rire, mais veut dire règlement des dispositifs médicaux. Et celui, bien sûr, relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le changement, en réalité, c'est un changement dans la continuité, puisque l'idée était bien évidemment de conserver les fondements des directives, mais renforcer considérablement un certain nombre d'aspects des directives. D'introduire bien évidemment des dispositifs médicaux, dans le règlement des dispositifs médicaux, les guides MedDev, qui étaient des guides qui permettaient aux fabricants donc notamment d'évaluer leurs dispositifs médicaux. Ces guides sont aujourd'hui intégrés dans le corps donc du texte des règlements. Et le règlement, donc, aujourd'hui, donc c'est, je dirais, comme tout règlement, ces règlements sont directement applicables dans l'ordre juridique donc, des États communautaires, et donc il n'y a pas de transposition nationale. Quel est l'impact d'une transposition nationale? C'est que finalement, le texte est traduit dans la langue du pays. La traduction implique obligatoirement donc des interprétations, Et donc, la Commission européenne a voulu éviter ces interprétations et donc publier un règlement plutôt qu'une directive. Les objectifs étant donc une transparence accrue, une mise en œuvre harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne relative donc à ces règlements, des organismes notifiés renforcés et plus homogènes, une évaluation avant la mise sur le marché des dispositifs médicaux également renforcée, une surveillance accrue après la mise sur le marché, donc une matériovigilance à l'échelle européenne, la prise en compte de l'évolution de l'état de l'art. L'état de l'art n'était pas du tout intégré dans les directives. Aujourd'hui, la connaissance que l'on a sur tel et tel dispositif médical va permettre, en tout cas, d'apporter des éléments d'évaluation beaucoup plus importants. Une gouvernance européenne, bien sûr, avec une coopération plus développée et une plus grande coordination entre les autorités compétentes. Tous ces changements sont dans un même objectif, optimiser la sécurité des patients et des utilisateurs. La différence entre le MDR et les directives, MDD, directives dispositifs médicaux, RDM, règlement des dispositifs médicaux. Donc, sans rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire un petit peu l'importance de ce règlement ou de ces règlements, on est passé globalement entre l'ensemble des directives d'une centaine de pages à 175 pages dans le règlement, donc c'est un document extrêmement important, avec un nombre d'articles qui est passé donc de 37 à 123 articles dans le règlement, et des annexes de 12 à 17 annexes. Je ne parle pas du règlement
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Maintenant, en matière d'exigences réglementaires pour la mise sur le marché, la surveillance des dispositifs médicaux, eh bien, un certain nombre d'exigences réglementaires sont restées à l'identique dans le règlement, d'autres ont été renforcées, et puis de nouvelles exigences apparaissent dans le règlement. Et tout ça pour mieux maîtriser le marché du dispositif médical. Les changements majeurs dans ce règlement. Premier changement, il concerne donc les nouvelles règles de classification. Vous savez que les dispositifs médicaux à l'échelle européenne sont classés selon 4 classes, la 1, la 2A, la 2B et la 3. Eh bien, pour classer un dispositif médical au moment de son développement, eh bien, il faut appliquer un certain nombre de règles et bien évidemment des critères de classification. Eh bien, on est passé de 18 règles dans les directives à 22 règles dans le règlement. Et en matière de critères de classification, de la même façon, on est passé de 56 critères de classification à 80 critères de classification. Quel est l'impact de ce changement? C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les fabricants se trouvent avec des dispositifs médicaux qui étaient au préalable classés en 2B, donc des dispositifs médicaux à moyen risque, dans des classes à plus fort risque puisqu'ils passent de la 2B à la 3. D'autres dispositifs médicaux sont passés de la classe 1, donc à moindre risque, vers la 2B, donc à moyen risque. Donc, vous voyez que le passage d'une classe à une autre va impacter fortement l'organisation d'une entreprise fabriquant le GR. Un autre changement majeur, il concerne une meilleure définition des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, qui sont-ils? Les fabricants, les mandataires, lorsqu'ils vont remplacer, en tout cas travailler pour une entreprise qui n'est pas dans l'espace économique européen, les importateurs, les distributeurs, les assembleurs, mais également les autorités compétentes et les organismes notifiés certificateurs. Eh bien, chaque opérateur économique au regard du règlement doit démontrer sa conformité au règlement. Donc, chacun va avoir ses exigences auxquelles il doit répondre, mais également responsable de la mise sur le marché du dispositif médical. Au regard des directives, seul le fabricant était responsable du dispositif médical qu'il mettait sur le marché. Aujourd'hui, tous les opérateurs impliqués dans la mise sur le marché sont responsables de ce dispositif médical. Ça veut dire tout simplement que cette réglementation a partagé les responsabilités. Comme autre champ d'application, eh bien, c'est le champ étendu, je passerai très rapidement. Il y a un certain nombre de produits qui ressemblent, je dirais, aux dispositifs médicaux, mais qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui ont été intégrés dans le règlement. Je donne comme exemple la lentille de contact non correctrice, n'est pas un dispositif médical au sens de la réglementation, mais inscrite dans le règlement. Et le changement majeur aujourd'hui en matière d'identification et de traçabilité, c'est bien évidemment l'enregistrement des dispositifs médicaux sur la base de données européenne, EDAMED, European Database Medical Devices. Eh bien, cet enregistrement dans cette base de données est aujourd'hui généralisé à l'ensemble des dispositifs médicaux. L'objectif étant d'augmenter la transparence des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, je dirais, n'importe qui peut accéder à cette base de données et donc avoir les informations sur le dispositif médical. Je pense essentiellement aux patients. Eh bien, lorsqu'un patient est implanté avec un dispositif médical, il est tout à fait capable d'aller sur la base de données et avoir toutes les informations sur le produit donc, qui lui a été implanté. L'enregistrement est imposé à l'ensemble des opérateurs économiques, aux organismes notifiés, aux investigations cliniques, les données relatives à la surveillance du marché, donc matériaux-vigilance notamment. Et bien évidemment, cet enregistrement européen va permettre de renforcer la coordination et la coopération entre les différentes autorités compétentes
de l'ensemble, bien sûr, des pays de l'espace économique européen. Et je dirais l'impact majeur, c'est l'information des patients, des professionnels de santé, bien sûr, le grand public, sur les dispositifs médicaux. En matière de stabilité, eh bien, le règlement a imposé l'identifiant unique des dispositifs médicaux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un identifiant qui est imposé aujourd'hui pour tous les dispositifs médicaux. Il permet de garantir la traçabilité de chaque produit, et ceci tout au long de son cycle de vie, du développement jusqu'à la mise au rebut donc, du dispositif médical, et de sécuriser bien évidemment les patients et les utilisateurs. Et bien pour ça, il y a un échéancier, c'est-à-dire un calendrier qui a été imposé par la Commission européenne. Donc, il est pris, donc, la mise en place de l'UDI a commencé dès mai 2021. Et donc là, en fait, elle est échelonnée en fonction des classes d'EDM. Obligatoire depuis mai 2021 pour les classes 3 au niveau de leur conditionnement. En 2023, elle est obligatoire pour les classes 2A, 2B et les classes 3, donc au niveau de leur packaging, et les classes 3 sur le DM lui-même, et ainsi de suite jusque 2027. En 2027, l'ensemble des dispositifs médicaux doivent être dotés d'un identifiant unique inscrit sur Eudamène. Qu'est-ce que c'est que cet identifiant unique? Eh bien, globalement, c'est un identifiant formel des dispositifs médicaux qui seront mis sur le marché. Il est attribué par le fabricant du dispositif médical, et donc cet UDI doit être mis sur le dispositif médical et sur le conditionnement. C'est un code alphanumérique qui est constitué de deux parties. Une partie qui est appelée UDI-DI, dans laquelle vous allez avoir des informations, je dirais, statiques qui concernent le fabricant et le produit, et un UDI-PI qui concerne les informations dynamiques, c'est-à-dire les numéros de lot, numéros de série, les donc dates de fabrication, de péremption, etc. Eh bien, je vous ai donné ici un exemple d'UDI, soit sous forme d'un code à barre, bien sûr pour le conditionnement en général, et puis d'un QR code. Le QR code est donc plutôt mis sur les dispositifs médicaux, bien que l'on peut mettre également le QR code sur le conditionnement. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui que l'ensemble des dispositifs médicaux doivent être identifiés donc de cette manière. C'est le meilleur moyen de les tracer. Donc, l'introduction d'un tel système d'identification implique des obligations pour le fabricant. Le fabricant, effectivement, doit assigner et apposer l'UDI sur son dispositif médical. Eh bien, la conséquence majeure, c'est une conséquence de coût, parce que tout simplement, c'est que pour apposer cet identifiant, il va falloir modifier tout, je dirais, le système de production. Donc, soit modifier les équipements de production, soit associer à ces équipements de production des équipements qui permettent d'apposer l'UDI. Comme autre obligation, c'est la déclaration et la vérification pour tous les opérateurs économiques impliqués dans le DM, et bien sûr faire appel à des organismes de standardisation qui permettent de certifier ces dispositifs médicaux. Donc, je vous ai mis le GS1, en fait, qui est l'organisme certificateur de standardisation européen, donc qui est certifié par l'Europe. Donc, le système UDI, globalement, je peux dire qu'il a bouleversé fondamentalement les entreprises, donc les opérateurs économiques. Et donc, l'objectif étant bien évidemment d'augmenter le niveau de traçabilité des DM mis sur le marché européen. Alors, ce n'est pas une particularité européenne, puisque l'UDI existe aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. L'Europe a calqué en tout cas cette exigence sur ce qui existe aux États-Unis. Comme d'autres changements majeurs, et je finirai ma présentation à ce niveau-là, donc bien évidemment, c'est l'amélioration de l'évaluation avant la mise sur le marché, afin d'optimiser la sécurité des patients. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
la surveillance du marché des dispositifs médicaux a été légiférée, même si avant, au moment des directives, c'était une prérogative nationale, c'est-à-dire chaque pays avait sa manière de surveiller le marché. Aujourd'hui, donc en tout cas, c'est une exigence européenne. L'amélioration de l'évaluation des données cliniques, ça c'est extrêmement important puisque pendant longtemps, il a été dit que finalement les DM ne nécessitaient pas une évaluation clinique, etc. Le nouveau règlement a calqué l'évaluation clinique donc par rapport à ce qui est fait aujourd'hui sur le médicament. Autre élément d'amélioration, en tout cas de changement, c'est l'amélioration du suivi post-commercialisation. C'est-à-dire que lorsque le produit est mis sur le marché, il est bien évidemment surveillé. Et en cas de matériaux-vigilance, eh bien, il y a toute une gestion de la qualité ainsi que le système de surveillance de ces produits. Autre changement majeur, les organismes notifiés. Donc, autant les organismes notifiés, donc en tout cas avant le règlement, il en existait aux alentours de 80 à l'échelle européenne, eh bien, ça a permis en tout cas d'écrémer un certain nombre d'organismes notifiés, puisque aujourd'hui, seuls 22 organismes permettent en tout cas de certifier les dispositifs médicaux au regard du règlement. Et la mise en place du groupe de coordination des dispositifs médicaux qui, lui, va accompagner les autorités compétentes et notamment pour l'autorisation des études cliniques. Donc, voilà un peu le changement majeur, en tout cas les changements majeurs au regard de ce règlement. Donc, pour conclure, le règlement, je vous l'ai dit, c'est un bouleversement important des opérateurs économiques, notamment, un changement du tissu industriel. Alors ça, c'est un constat personnel. Le règlement a beaucoup impacté les entreprises et notamment les toutes petites entreprises. Donc les TPE ont été fortement impactées par ce règlement. Un certain nombre, en tout cas, ont, je dirais, mis la clé sous la porte parce que l'implémentation de ce règlement nécessite des coûts extrêmement importants. Donc, pour des toutes petites entreprises, les coûts étaient trop importants et donc, du coup, elles n'ont pas pu suivre. Cependant, en tout cas de ce que moi j'ai constaté, un certain nombre d'entreprises ont été développées, notamment les startups. Aujourd'hui, en tout cas depuis 2-3 ans, un certain nombre de startups ont vu le jour. Donc, vous voyez que c'est dans ce sens où je dis que le tissu industriel a beaucoup changé. Maintenant, pour les grandes entreprises, bon, finalement, ça a un coût, mais elles ont, je dirais, la possibilité d'implémenter, financièrement, en tout cas, d'implémenter le règlement. L'UDI et le DAMED, deux nouveautés majeures du règlement, permettant bien évidemment de garantir la traçabilité des dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie. Donc, cette UDI contient donc les rappels de l'eau et les CAPA. Rappel de l'eau, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un rappel de l'eau, eh bien finalement, c'est inscrit dans la base de données et les actions correctives et préventives qui ont été mises en place sont également renseignées. Donc aujourd'hui, on est capable de savoir ce qui s'est passé pour tel et tel dispositif médical, quelles ont été les améliorations sur ce dispositif médical et bien évidemment la performance. L'UDI également renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, autant le fabricant était totalement impliqué dans le dispositif médical, les autres opérateurs ne l'étaient pas. Aujourd'hui, on peut effectivement suivre le dispositif médical d'un opérateur à un autre, en tout cas pour tous ceux qui sont impliqués dans l'approvisionnement de DDM. Et bien sûr, il a permis de fluidifier les mesures de retrait et de rappel de l'eau, donc qui sont demandées par les autorités compétentes. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci. Merci, professeur Yagoubi. Est-ce qu'il y a des questions? On profite de sa présence pour lui poser les questions.
S'il y a des questions au niveau de la salle, je suis prêt à déplacer le micro. Sinon, voilà, je vais me lancer. Hein. J'ai une petite question, puisqu'on est effectivement dans la commission d'homologation au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques ici en Algérie. On est en train d'instaurer justement la classification. Donc j'aimerais avoir plus d'éclaircissements, parce que justement on est souvent confronté à cette classification, et donc on a des dispositifs qui nous, en tant que pharmacien hospitalier, on n'avait pas l'habitude de les classer comme dispositifs, et on découvre qu'ils sont classés dispositifs. Vous avez donné l'exemple des lentilles. On a croisé même des produits qui s'apparentaient à de la cosméto. On nous a expliqué des antiflatulents. On a eu des produits qui étaient, pour nous, classés médicaments et qu'on retrouve dans le dispositif. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce qu'on nous a expliqué que lorsque le médicament n'avait pas d'action pharmacologique, c'est une action physique, donc il était classé comme dispositif. Et ça, franchement, on n'a pas l'habitude. Oui, alors en effet, alors je peux vous dire effectivement pour tout ce qui est notamment les médicaments relatifs à la constipation, etc. Donc ça, c'est une révision qui a été faite il y a à peine 2 ans, et beaucoup de médicaments ont vu leur statut réglementaire changer. En effet, à partir du moment où un médicament est défini comme tel, à partir du moment où il a une action pharmacologique, immunologique et métabolique. D'accord ? Eh bien, les médicaments, notamment contre la constipation, n'ont aucune action pharmacologique, métabolique et immunologique, puisque la seule action qu'ils ont, c'est une action mécanique. Donc voilà pourquoi ces produits ont changé de statut et sont passés d'un statut donc médicament à un statut DM. Autres exemples, effectivement, un certain nombre de produits cosmétiques qui étaient considérés comme des produits cosmétiques, et notamment les produits à base d'acide hyaluronique. Oui. Effectivement, l'acide hyaluronique a une action, je dirais, mécanique sur les rides. Voilà, maintenant on connaît. Et donc, en aucun cas, c'est un produit cosmétique. Donc, il passe sur le statut réglementaire des dispositifs médicaux à partir du moment où c'est un produit invasif, donc à risque, et puis le temps de contact est important, eh bien ça le fait passer à un dispositif médical de classe 3, donc à haut risque. Et en fait, si vous voulez, les dispositifs médicaux, eh bien pour déterminer leur classe, il faut, je dirais, compiler les règles de classification qui sont inscrites dans le règlement et les critères de classification. Et de cette façon-là, on peut déterminer la classification exacte. Alors, pour finir, la classification, c'est une évaluation du risque. Maintenant, le fait qu'il réponde à un statut réglementaire, ça relève de son mode d'action. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question. Alors, bonjour, professeur Yacoubi. Alors, c'est professeur Nebchi. Moi, je vous pose la question concernant, puisque apparemment, l'homologation a été bannie pour les dispositifs médicaux. Vous parlez d'enregistrement. Alors, l'enregistrement, ce dossier d'enregistrement de dispositifs médicaux, comment est-il constitué? Est-ce que c'est un format CTD comme le médicament? Non. Alors, en fait, on ne parle même pas d'enregistrement, on parle de certification, tout simplement parce qu'il y a des aspects réglementaires qui sont directement liés à des aspects qualité. Je m'explique. Pour qu'un dispositif médical puisse être certifié CE, il y a 2 exigences majeures. Il faut qu'il réponde aux exigences réglementaires relatives au règlement, mais pas que. Il faut également que les processus de fabrication du dispositif médical soient certifiés. Donc, pour résumer très rapidement, le fabricant constitue un dossier que l'on appelle un dossier technique dans lequel il va déterminer l'ensemble des exigences essentielles relatives à son produit et démontrer comment il y a répondu.
Donc, quelle norme il a utilisée pour répondre à ces exigences essentielles. Ça, c'est une première étape. Cette première étape, donc ce dossier va passer à l'organisme notifié certificateur qui, lui, va vérifier donc, les exigences essentielles et comment le fabricant y a répondu. Ensuite, à partir de là, il va y avoir, donc l'organisme notifié va venir certifier le système de management de la qualité du fabricant. Eh bien, c'est l'association du dossier technique et de la certification du SMQ, donc système management de la qualité, font que, bien évidemment, si c'est positif pour l'organisme notifié, font que le produit issu de ces deux étapes est certifié CE. Autrement, il ne peut pas être certifié CE. Je vous remercie. Merci, professeur Yagoubi. En fait, je me présente, je suis docteur Rebous. Je voudrais vous poser une question concernant l'UDI. Alors, UDI, nomenclature, le rapport, la différence et l'application. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'UDI prend le dessus sur la nomenclature du DM? Et quelle est la difficulté principale de l'application de ces UDI, puisque vous dites que c'est obligatoire, c'est devenu obligatoire sur le terrain? Voilà, l'application des UDI, la difficulté d'appliquer pour le grand nombre de dispositifs médicaux qui existent sur le marché. Voilà. Très bien. Alors, je dirais que le point faible, alors on va dire sur le point fort, soyons positifs, le point fort, c'est effectivement qu'aujourd'hui, cette UDI va permettre de tracer l'ensemble des dispositifs médicaux à partir du moment où ils sortent de l'entreprise, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont mis sur le marché, jusqu'au moment où ils ne sont plus produits. Donc, c'est tout le cycle de vie. C'est-à-dire, voilà, moi je suis fabricant, je veux mettre sur le marché mon produit ne peut être mis sur le marché que s'il est identifié. D'accord? Eh bien là, il y a déjà une étape importante dans la mesure où l'entreprise va devoir investir en matière d'équipement, en matière d'équipement, de compétences personnelles, parce que mettre en place un UDI, ça nécessite une compétence. Donc l'impact majeur pour le fabricant, c'est un impact financier. Maintenant, ça c'est le côté, je dirais, un peu la difficulté de cette UDI. Maintenant, le point très positif, eh bien, il va concerner, bien évidemment, les utilisateurs, le patient, les utilisateurs. Dans utilisateurs, je mets les praticiens. Les praticiens, donc en milieu notamment hospitalier. Aujourd'hui, un praticien, un chirurgien qui voudrait implanter, on va dire, une prothèse de hanche chez un patient, eh bien, au niveau hospitalier, il va y avoir bien sûr de l'investissement parce qu'il faut un scanner, donc pour pouvoir scanner cette UDI. Cet UDI scanné, il va rentrer dans la base de données du milieu hospitalier et directement relié à un patient. Donc, en cas de problème et en cas de matériovigilance, eh bien, il est très facile d'aller trouver, je dirais, l'EDM incriminé dans ce cas de matériovigilance. Donc, en fait, l'UDI va avoir un apport majeur dans la maîtrise de la matériovigilance, c'est-à-dire dans la maîtrise de la surveillance du marché des dispositifs médicaux. Ça, c'est extrêmement important, aussi bien pour le fabricant, les mandataires, les importateurs, etc., et même pour les importateurs, comme un certain nombre de pays qui importent un produit. Maintenant, je dirais la difficulté, c'est bien évidemment d'investir pour pouvoir suivre cette UDI. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Par rapport aussi à la nomenclature, parce que vous savez la difficulté d'établir une nomenclature par rapport au grand, on va dire l'hétérogénéité des dispositifs médicaux, du système hétéroclite et tout. Est-ce que ça pourrait prendre le dessus ou bien la nomenclature constitue une part et l'UDI une autre part dans le système de gestion du DM? Tout à fait. Voilà. Eh bien, vous avez tout à fait raison parce que ce sont
deux aspects totalement différents. Totalement différents parce que la nomenclature d'un dispositif médical, donc ça implique bien évidemment sa destination, ça implique sa classe, etc., etc. Ça, c'est une chose. L'UDI est un système qui va permettre de tracer le dispositif médical et améliorer, bien évidemment, la surveillance du marché. Donc, c'est complémentaire, hein. Ce n'est pas différent, mais c'est complémentaire. Professeur Yagoubi, on a 2 autres questions pour vous. Bonjour, docteur Yagoubi. Je veux rebondir sur la question de docteur Mezaour. Si on prend les DM qui sont introduits à travers un orifice, comme vous avez dit, par exemple, les traitements qui sont anti-constipation, est-ce que lors de l'évaluation de ces produits, on prend en considération la réglementation des médicaments ou la réglementation des DM, ou on va associer les deux? Non. À partir du moment où le produit est mis sur le marché, selon un référentiel réglementaire, il va suivre ce référentiel réglementaire. Je m'explique. Et si je prends les produits notamment pour la constipation, parce que ceux-là, en fait, ont fait l'objet de grands changements, eh bien, ces produits-là, en tout cas, ils vont dépendre de la volonté de leurs fabricants. Il y a des fabricants qui ont gardé ces produits sous le statut de médicaments. Donc, ceux-là, ils resteront médicaments. D'autres fabricants, finalement, ils ont modifié le statut et l'ont fait passer. Donc, ils ont fait passer ces produits-là sous le statut de réglementaire du dispositif médical. Donc, en fait, ça dépendra du produit et comment il est mis sur le marché. Si le fabricant souhaite garder le produit sous la dénomination, en tout cas sous la réglementation médicament, ça restera un médicament. Alors, pour compléter ma réponse, l'ensemble, on va dire, la majeure partie des fabricants de ce type de médicaments, ils avaient tout intérêt à changer ces produits, de modifier leur statut en DM par rapport aux médicaments, parce que les contraintes sont extrêmement plus importantes pour un médicament que pour un dispositif médical de ce type. D'accord ? Si je parle d'un dispositif médical de classe 3 implantable, les contraintes sont importantes. Mais pour ce type de produit, les contraintes sont beaucoup moins importantes s'ils répondent à un statut DM qu'un statut médicament. Donc voilà pourquoi les entreprises ont modifié ce statut. Par contre, à l'échelle internationale, pour compléter encore cette réponse, à l'échelle internationale, eh bien, il y a des pays qui ne souhaitent pas qu'un produit donc pour la constipation soit régi par la réglementation du DM. Donc, ils maintiennent la réglementation du médicament. Et donc, vous avez des entreprises qui finalement commercialisent le même produit en France sous forme, donc je donne l'exemple de la France, j'y suis, en France donc sous la réglementation DM et dans un autre pays sous la réglementation médicament. Le même produit, d'accord ? Alors je donne l'exemple je crois que c'est Microlax. Microlax est un médicament dans 2 pays européens et il est DM en France. Vous voyez ? Il peut appartenir à 2 statuts différents selon la réglementation du pays. La deuxième question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, ma question, elle est relative à une catégorie bien précise de DM qui sont les équipements type scanner. Donc, j'aimerais bien savoir leur classification et aussi les modalités de leur homologation. Comment homologuer, par exemple, un scanner? Voilà. Alors, si je prends la réglementation européenne, il n'y a pas d'homologation. C'est une certification. D'accord ? Donc, ils sont marqués CE. Marqués CE, et en plus, quand vous regardez le marquage CE, il y a un numéro à côté du logo CE.
Le numéro correspond à l'organisme notifié qui a certifié le produit. Certifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme notifié en question, le numéro, en fait, si vous regardez au journal officiel européen, eh bien, chaque organisme notifié est doté d'un numéro. Eh bien, si vous mettez ce numéro-là, vous allez retrouver l'organisme notifié certificateur de tel et tel produit. Ça, c'est le premier point. Et cette certification a fait l'objet donc de deux éléments. Il y a eu un dossier technique qui a été rédigé pour ce tel et tel produit, bien évidemment, et la classification de tel et tel produit a fait l'objet de la mise en place de toutes les règles de classification. D'accord? Toutes les règles de classification, une analyse de risque, parce que finalement, il y a les règles de classification, mais il y a une analyse de risque qui va permettre de déterminer la classe du produit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'entreprise qui fabrique tel et tel produit, eh bien, elle va être auditée, son système qualité, il est audité, et c'est la combinaison des deux qui font que le produit est mis sur le marché sous telle appellation, telle classe, avec telle revendication. Parfait. Merci, professeur Yagoubi. Juste une petite question. Par rapport aux équipements, en parlant d'équipements, est-ce que ça relève des tâches des pharmaciens chez vous, la gestion des équipements? Oui. D'accord, ok. Tout équipement? Tout à fait. D'accord. Oui, en fait, la plupart de ces équipements, ils sont sous la responsabilité du pharmacien, parce que le pharmacien hospitalier est le garant de l'usage des produits de santé, c'est-à-dire médicaments et dispositifs médicaux, et de leur stérilisation. Ça, c'est je dirais, les prérogatives, en tout cas, d'un pharmacien hospitalier. Maintenant, pour les équipements, et certains équipements, eh bien, ils sont sous la responsabilité du pharmacien, mais également de l'entreprise, lorsque ces équipements sont mis, je dirais, mis à la disposition de l'établissement pharmaceutique. Donc, certaines entreprises mettent à disposition l'équipement dans un établissement hospitalier, et la gestion peut être faite par un responsable, donc gestionnaire, et bien évidemment comment ça s'appelle, une personne en fait qui va maîtriser la qualité. Donc ça dépend de la relation et du contrat que va avoir l'établissement hospitalier avec l'entreprise. Merci beaucoup. Parce que, par exemple, excusez-moi, je vais allez-y. C'est le même cas, par exemple, des dispositifs médicaux implantables, chirurgicaux implantables. Ceux-là sont mis à la disposition des centres hospitaliers, et donc leur gestion est faite en parallèle par le pharmacien de l'établissement hospitalier et par donc un employé de l'entreprise qui met donc à disposition ces produits. Merci beaucoup, professeur Yacoubi. Donc, on clôture ce débat très riche. On vous remercie. Au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. Merci donc, bien.